Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse et délicieuse Assia Julight. Comment tu vas, Assia ? Je suis très heureuse d'entendre ces mots. Je rougis et je suis gênée. Mais non, ça va très bien se passer, tu verras. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Bah écoute, moi aussi, d'avoir face à moi une écrivaine, parce que du coup, on fait des capsules littéraires chez Tant que je serai noire depuis peu. Et donc d'habitude, je fais ça avec une chroniqueuse. Et là, j'ai l'honneur d'avoir une auteure en face de moi, auteur, autrice, je ne sais jamais comment utiliser ce terme-là. Corrige-moi, hein, dis-moi ce qui te convient le mieux, auteur avec un E ou autrice. Tout me convient. Tout te convient ? Je prends tout. Ok, bah tu es ma première autrice que j'ai en face de moi. Ah non, j'ai eu Lorraine Safou aussi, hein, mais c'était pas dans le cadre d'une capsule littéraire. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ton super bouquin que j'ai dévoré en une soirée. Noire précieuse. Alors, je ne sais pas si on peut montrer la couverture de ce livre qui, du coup, voilà, je ne pensais pas le dévorer comme ça, aussi simplement. Et puis, l'histoire est tellement facile pour moi à lire. Enfin, je me suis retrouvée dans plein de situations. Est-ce que tu veux le résumer rapidement aux auditeurs, auditrices ? En tout cas, je peux essayer. Puisque c'est un exercice assez difficile. Alors, Noire précieuse, c'est l'histoire d'une femme, Oumou, d'origine ivoirienne, qui est née en Côte d'Ivoire et qui se marie avec un homme ivoirien mais qui habite en France. Donc elle immigre, elle connaît le parcours de l'immigration et il s'avère qu'elle accouche d'une petite fille, Céleste. Et donc ce roman, c'est l'histoire d'une relation entre une mère et une fille qui tente tant bien que mal de trouver un terrain d'entente. Et j'essaye... avec les mots d'Oumou et les mots de Céleste, sa fille, de raconter cette traversée sociale et puis aussi évidemment les ruptures qu'il peut y avoir lorsqu'on élève sa fille en France et qu'on est très attaché à une terre d'origine qui est autre. Oui, c'est hyper intéressant du coup parce que je pense que toute personne immigrée du coup se reconnaît en fait dans cette histoire. Comment t'es venue l'idée de ce livre ? Alors initialement, je me suis intéressée à la langue, au nushi. Alors le nushi, c'est un mélange entre le français et des parlers ivoiriens. D'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé aux alentours du 18e arrondissement de Paris et quand j'étais assise en café et que je préparais mes cours, parce que je suis prof, j'entendais autour de moi le nushi. Et j'ai toujours été passionnée de littérature francophone et d'oralité. Et je me suis dit, mais en fait, il faut commencer par là, il faut commencer par la langue. Donc, je me suis d'abord intéressée à la langue. D'accord. J'ai voulu retranscrire la langue. Et après, je me suis intéressée aux porteurs de ces voix. Oui. Donc, les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Super. Ça m'est venu comme ça. Et du coup, donc le décor, on va dire que c'est le 18e du coup. Moi, ce qui m'a le plus frappé, et on va en parler plus en détail dans cette histoire, c'est la relation mère-fille. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui, qui est quand même assez forte. C'est une belle histoire d'amour, mais on voit que, comme toute histoire d'amour, il y a des moments où on se perd et où les sentiments ne sont plus si partagés que ça. Comment t'es venue aussi cette idée ? Est-ce que ça fait écho avec ta propre... je sais que c'est la question. Est-ce que ça fait écho avec ta propre histoire, ta propre relation avec ta maman, ou c'est quelque chose que tu voulais explorer, tout simplement ? Les deux. Je pense qu'on a tous ces moments d'égarement lorsqu'on est fille, fils d'immigrés, parce que c'est difficile d'être élevé en France. Oui. Et puis de s'entendre rappeler que quand même si on est là, il faut respecter un cadre qu'on ne voit pas, qui ne nous entoure pas.
et qui se réfère à un ailleurs et à on fait pas comme ça chez nous. Mais en fait, chez nous, c'est la France. Ouais. On est né ici et comme j'ai toujours eu beaucoup de caractère, forcément, la confrontation arrivait assez rapidement. Alors, mon héroïne a 2 mois, mais elle est bien plus... Céleste est bien plus douce. Elle ne cherche pas la confrontation au début. Simplement, elle sacralise sa mère, puisque sa mère est quand même une figure assez importante du 18e arrondissement de Paris. Et puis un jour, elle apprend que sa mère se dépigmente la peau. Et là, Céleste s'effondre. Pourquoi ? Parce que sa mère, qui lui a toujours dit « Céleste, sois fière de toi, sois fière de ce que tu es ma noire précieuse », d'où le titre, se dit en fait « L'adulte qui compte le plus pour moi est capable de mentir ». Pour mon bien, sans doute, elle l'apprendra plus tard, mais est capable de dire des choses qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Et j'ai l'impression que pour nous, les filles, les fils d'immigrés, mais même, je pense que c'est une réflexion qu'on peut élargir, il y a toujours un moment dans l'enfance où on se rend compte que nos parents sont aussi des adultes et qu'ils ont des failles. Oui. Et que du coup, ça, comme tu l'as dit, ça désacralise en fait cette image. Et puis voilà, tu vas en parler, mais c'est quand même un schéma monoparental où du coup, Oumou, c'est sa maman et elle représente tout en fait pour Céleste. Et de découvrir en fait qu'elle n'est pas si parfaite, parce que c'est ça, c'est que je pense qu'en tant qu'enfant, on voit nos parents à la perfection, et de réaliser qu'au finalement, elle nous a menti de un, et qu'elle contribue aussi à, on va dire, une pratique qui efface un peu l'identité des gens. Je pense que c'est ça aussi qui a dû piquer Céleste et se dire, en fait, double mensonge, quoi. Exactement. Du coup, alors pour la première partie de la remarque, j'ai choisi une structure monoparentale. C'était très important pour moi parce que... je pense qu'il existe beaucoup de femmes qui pensent qu'elles veulent se marier, mais en fait, moi, je pense qu'elles veulent des enfants. Elles veulent avoir l'amour d'un enfant et pas nécessairement l'amour et l'attention d'un mari. Et donc, j'ai choisi un prénom, Oumou, qui a pour origine la racine du mot arabe qui veut dire maman. Oui. Donc quand on entend les petits-enfants noirs maghrébins dire Oumi, c'est ma maman. Oui. Et donc Oumou, par définition, par essence, déjà porte en elle ce caractère maternel. Oui. Et Oumou a fait la rencontre malheureuse d'un homme, Bosso, qui lui a fait du mal. Et qui l'a refusé, qui l'a écarté parce que trop noir. Et je pense que, parce que je suis comme vous et que je ne connais pas mes personnages par cœur et je les interprète, mais je pense qu'elle s'est éloignée à ce moment-là des hommes et des figures masculines parce qu'elle a été blessée dans sa chair fondamentalement et qu'ensuite elle a cherché un géniteur et non pas un mari qui lui apporterait une sécurité à laquelle elle ne croit plus. C'est hyper intéressant, du coup, moi je l'avais pas vu comme ça, mais tu vois, c'est bien de Mais d'échanger. Moi, ça m'intéresse de savoir comment toi tu l'as interprété. Au début, avant, on va pas trop spoiler, mais avant la scène qui explique pourquoi elle se retrouve maman solo, moi je ne le voyais pas comme ça, je voyais plutôt... plutôt une femme qui voulait plaire et qui était quand même assez indépendante, qui cherchait pas forcément à venir en France. Et du coup, moi, j'avais plutôt gardé ça en tête. Et je ne voyais pas ce côté, même s'il veut pas de moi, je vais quand même tout faire pour tomber enceinte. Enfin, j'avais pas lu ça comme ça avant. La scène fatidique. Bien sûr. Et ensuite, quand on voit qu'elle vit très bien sa vie sans homme, d'ailleurs, on n'en parle pas du tout après, de la présence masculine dans la vie d'Oumou. Mais quand Céleste va avoir ses propres histoires, on voit, c'est là qu'on comprend, je pense... qu'elle a un avis quand même assez, assez tranchant sur le sujet. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, Oumou, c'est quand même la maman qui s'assume toute seule et en fait, qui n'a pas besoin de mec dans sa vie. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais, et ce que j'aime bien aussi dans ce roman, c'est que tu montres qu'il y a quand même un bel équilibre.
parce que j'ai reçu pas mal. J'ai reçu quelques mamans solo dans le podcast et c'est vrai que le message qu'elle voulait véhiculer, c'est nous ne sommes pas des victimes. Et de deux, en fait, on est plutôt des mères courage. On est souvent mis de côté. On pense qu'on est des demi-femmes parce qu'on n'a pas réussi à garder un mari. Et je trouve que ce livre est aussi une sorte d'hymne pour les mamans solo, au final. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais pensé quand tu as écrit le bouquin, mais je pense que ça va devenir aussi une hymne aux mamans solo. Mais j'espère que ce sera reçu comme ça et ça me ferait très plaisir que les mères célibataires, que ce soit par choix ou que ce soit subi, le prennent comme du réconfort, parce qu'on voit le travail que ça demande, le courage, la force. Et Oumou est tout sauf quelqu'un de résigné et de fragile. Effectivement, elle est sensible, elle est vulnérable, mais elle se bat pour sa fille. Et du coup, alors la prochaine question que j'ai, c'est, tu as parlé au début de ce schéma de navigation, de j'immigre, etc. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire ? Pourquoi ne pas avoir choisi de naviguer à travers la langue française dans un autre pays, peut-être ton pays d'origine ? Pourquoi la Côte d'Ivoire ? Je sais que tu as parlé du Nouchi, mais est-ce que c'était un moyen pour toi déjà de te rapprocher de l'Algérie ou est-ce qu'il y a une raison derrière ? Effectivement, mes parents sont kabyles, donc je suis d'origine algérienne, kabyle. Et je pense que si j'ai choisi ce détour vers la Côte d'Ivoire, c'est aussi pour me protéger. C'est-à-dire que Céleste me ressemble beaucoup, mais j'avais envie de trouver une héroïne qui ne me ressemble pas à ce point que lors d'interviews, on aurait pu me dire, bon, en fait, c'est une autobiographie. Et voilà, je trouve qu'en tant que jeune auteur, j'ai envie de dire des choses, mais pour l'instant, je préfère être prudente parce que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de révéler de moi. Mais je me rapproche petit à petit dans ce que je suis en train d'écrire des frontières algériennes, ça c'est sûr. Oui, je ne sais pas si tu veux en parler ici, mais j'ai pu entendre dans l'un de tes interviews que tu avais pour volonté de faire une réadaptation d'une... alors, je ne me souviens plus du nom exact de la pièce. D'une figure féminine très forte au théâtre qui est Médée. Oui. Alors, Médée, c'est cette femme incroyable qui a tout sacrifié pour Jason, son époux. Et alors, un matin, il arrive et il lui dit « Je veux te répudier pour une autre ». Alors, fureur de Médée, qui cherche la vengeance et qui se demande ce qui ferait le plus de peine à Jason. Et elle regarde ses enfants et elle se dit « Tuer les enfants ». Ah ouais. Et alors, c'est l'histoire de doute intérieur, évidemment, de je les aime, mais j'ai été trahie. Toutes ces frustrations, ces désirs contraires qui macèrent en elle. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur les mamans méditerranéennes qui parfois ont non pas cette violence en elles, mais cette intensité. Oui. C'est hyper intéressant du coup parce que après j'ai pas lu toutes tes parce que tu as aussi écrit t'as d'autres écrits en fait, tu n'as pas que Noir Précieuse et je sais pas du tout si dans tes autres écrits tu parles encore de maternité parce que finalement si je résume c'est peut-être très je veux pas essentialiser mais tu parles beaucoup de femmes, d'histoires de femmes et puis de maman. Au final, pourquoi est-ce que tu es une féministe qui du coup derrière ces histoires essaye de passer des messages forts pour glorifier aussi je pense ces femmes oubliées, je pense que les femmes noires ou les femmes maghrébines en tout cas ici sont les femmes oubliées quoi. Exactement. Tu as donné la réponse et ta question m'inspire le titre d'un essai qui sera publié dans quelques semaines, j'espère. Un essai de Fatima Wassak, qui est une militante qui habite à Bagnolet et qui va publier un essai, donc La puissance des femmes et la puissance des mères, pardon. Mais du coup, le lapsus est révélateur.
Et oui, je trouve qu'on vit dans un pays où nos mères, nos sœurs sont malmenées pour des histoires de chiffon, pour des histoires de foulard, pour des questions d'habillement, de comportement, etc. Et on oublie que fondamentalement, elles se battent pour élever leur lignée et qu'elles portent sur leurs épaules l'histoire qu'elles n'ont pas choisie. Et tu vois, là, je reviens du coup sur Oumou et Céleste. Parce que du coup, tu parles d'histoire pas choisie. Et je pense que pareil, dans ce livre, Céleste se retrouve à un moment où elle se dit, en fait, j'ai pas choisi l'avenir que tu veux me tracer. En fait, le fait que t'es pas ivoirienne, mais t'es pas française, faut pas que tu ailles en Côte d'Ivoire, mais faut que tu restes en France. Mais quand tu es en France, faut pas que tu fasses ci ou fasses ça. Ça, je pense que c'est un point commun que tous les hybrides ont, tu vois. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu ressens aussi autour de toi, de tes proches, de tes amis? Est-ce que tu l'as vécu toi aussi, ce syndrome de l'hybride? Je sais pas si on peut dire ça. Oui. Je l'ai vécu personnellement et il est très répandu autour de moi. Ces personnes qui ont pris leur destin en main à un moment donné et qui ont remercié leurs parents, remercié dans les deux sens du terme, c'est-à-dire merci, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour tout me donner, mais maintenant, au revoir, je prends mes distances. Et ça se fait parfois sur un mode assez doux, mais ça peut aussi se jouer dans la douleur, dans la rupture. Et puis, Céleste, elle, fait tous les choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse dans le livre. On ne sait pas si elle choisit un camp ou l'autre. Et je pense qu'elle ne se pose même pas la question. La question qui anime Céleste, c'est comment être tranquille, comment vivre bien. Mais ce problème identitaire qu'on nous colle à la peau, à nous, fils d'immigrés, je pense parfois n'est pas tout à fait juste. On est en désir de tranquillité et non pas forcément d'identité, puisque tout le monde se transforme, tout le monde évolue et en fait on veut vivre en paix. Oui, je pense que c'est le terme, hein. C'est vraiment ça, vivre en paix avec ses propres choix. Mais voilà, c'est un exercice qui en plus en pleine c'est une ado quoi, qui voilà sort du lycée, entre à la fac, c'est les moments où on se cherche encore et c'est dur en fait quand on veut vous mettre dans une boîte et que du coup Céleste est là un peu à essayer de trouver sa propre place. Est-ce que du coup, parce que j'ai pu voir que tu avais toi aussi voyagé un peu, tu as fait une année à Beyrouth. Exactement. Est-ce que c'était aussi une volonté une quête d'identité de ta part aussi? Oui, j'ai voulu me rapprocher de la zone orientale sans nécessairement retourner dans mon pays d'origine puisque ça n'aurait pas été une expérience complètement dépaysante dans le sens où j'ai toute ma famille maternelle là-bas et qu'en fait les liens sont trop présents pour que je puisse réfléchir et m'épanouir et réfléchir réellement à ce que je suis et à qui j'ai envie d'être. Donc je me suis dit que le Liban, c'était la zone parfaite puisqu'elle est connue pour ce brassage entre chrétiens, musulmans, et puis pour toute son histoire, pour les guerres qu'elle a portées, etc. Et je me suis dit, j'arriverai à trouver la paix là-bas et je pense que j'ai trouvé en tout cas le début du chemin de la paix et je suis revenue avec l'envie d'écrire. Waouh! Donc ça s'est déclenché là-bas. Exactement, et c'est à mon retour du Liban que par hasard j'ai participé à un concours de nouvelles. Donc à l'époque j'étais à la Sorbonne en lettres modernes et donc j'ai participé comme ça par hasard et ça a fonctionné et je me suis dit c'est un premier pas vers la reconnaissance d'une écriture et puis des lecteurs qui me font des retours, donc continuons et j'ai continué. Waouh! En tout cas, c'est un super parcours que tu as. Merci. Non, mais vraiment, il faut le dire. Et je pense que ça permet aussi, parce que j'aime beaucoup parler de représentativité, et voilà, d'avoir des écrivains, des auteurs, autrices qui sont françaises, mais qui peuvent nous ressembler. Je pense que c'est beau. Il en faut de plus en plus. Et en plus, tu es professeur et je pense que tu dois faire un excellent travail avec tes élèves. Merci. Moi, j'aurais aimé avoir une prof qui a écrit. C'est pas ce qu'ils m'ont dit ce matin. Ah, d'accord. Non.
Non, mais c'est parce qu'ils savaient que tu allais leur manquer. Donc voilà, ils ont voulu faire genre, tu vas pas nous manquer, mais... mais en tout cas, non, je pense qu'il faut le dire. Hein, c'est pas non plus... on a souvent... tu sais, je parlais avec une personne, je me souviens plus de qui. Mais en gros, on se disait que en termes de littérature, c'était Laurent Safou. En termes de littérature, souvent, quand on veut voir des gens qui nous ressemblent, ça va être des gens qui viennent du pays. Donc, ça va être des Africains. Donc, c'est des gens qui vivent là-bas et qui vendent leurs livres ici. Mais des Français d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne ou anti, etc., en fait, on n'a pas encore notre place en termes de littérature. Comment toi, tu t'es positionné par rapport à ça? Est-ce que, du coup, quand tu écrivais, tu te disais je vais aussi contribuer à ça? Ou tu te voyais plutôt comme une personne humaine qui vit sa vie et qui fait ses bouquins? Non, pas du tout. J'ai toujours eu cette conscience politique et j'ai toujours ressenti la nécessité de créer des figures, des personnages non pas parfaits en termes de représentation, mais des personnages qui nous ressemblent. Et d'ailleurs, la question de la transmission se posait tout à l'heure. Au quotidien, auprès de mes élèves, je leur fais lire des textes, je leur fais découvrir des textes qui les sortent un peu de la France franco-française. Donc ça passe par Dany Laferrière, Amadou Kourouma, etc. Mais parce qu'on a besoin d'entendre nos prénoms. Oui. J'avais un élève il y a 2 jours qui me disait « Madame, je ne comprends pas à l'ordinateur sur Word quand j'écris Philippe. » C'est pas souligné en rouge. Et puis quand j'écris Mohamed, si. Mais c'est réel. Ouais. C'est réel. Ouais. Et donc, oui, bien sûr, en tant que professeur et puis en tant que fervente défenseuse de la transmission, c'était évident que je voulais me diriger vers des personnages qui allaient pouvoir permettre aux élèves de s'identifier, de se reconnaître. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tomber dans une forme d'angélisme et se dire je vais représenter le bon musulman, le bon noir. Non, en fait. On vit dans un pays au sein duquel tout est complexe. Oui. On a des identités multiples, etc. Et donc, qu'on soit français d'origine française ou français d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, il faut des personnages qui nous ressemblent dans toute leur complexité et se dire on est digne quand même. Que chacun puisse s'y retrouver aussi. Hein. Je pense que, en tout cas, ça a été le défi a été très bien relevé. Merci. Et du coup, ma question suivante, elle aborde un sujet qui est quand même assez dur, la dépigmentation. Avec Laurent Safou, donc dans l'épisode saison 1, on parlait de colorisme, et ça dans le cadre de la littérature jeunesse. Et du coup, aujourd'hui, ma question, c'est pourquoi avoir voulu parler de dépigmentation? C'est le moment dans le roman où la fracture se fait entre Oumou et sa mère. D'ailleurs, je peux lire l'extrait en question. Donc, c'est dans le premier chapitre. Alors, le contexte, c'est Oumou est chez elle. Et puis, elle passe devant une photographie accrochée sur le mur qu'elle a croisée du regard depuis l'enfance, depuis sa plus tendre enfance. Mais là, elle s'arrête et elle observe. Le regard de Céleste s'attarda sur la surface de la photographie, sur le film brillant qui magnifiait la peau de sa mère, huilée, cuivrée et cendreuse, comme des restes de désastres volcaniques. Sans s'en rendre compte, elle prononça « La femme feu », avant de porter précipitamment les mains devant sa bouche pour rattraper les mots, réprimer leur sens, avaler l'intuition. Elle scruta le dos de ses mains, plissa les yeux pour entrer dans les sillons presque bleus d'une peau noire, immaculée. Céleste paraissait si foncée à côté de sa mère. Elle remit la photographie dans le cadre du miroir et entra dans la salle de bain. Elle se frotta ardemment les mains sous l'eau chaude, mais le noir ne partait pas. Donc c'est le moment dans l'œuvre où Céleste se dit « il y a un problème. Il y a un problème, il n'y a pas de correspondance entre ce que ma mère me dit, ce que je vois d'elle et ce que je suis moi. » Et donc j'avais envie d'en parler
de la question de la dépigmentation, non pas pour jeter la pierre, c'est évident, mais pour dire que déjà c'est un problème sanitaire extrêmement grave. On compte des milliers de morts à travers le monde chaque année à cause de ça. Alors que les marques comme Johnson ou les Réels nous disent on va arrêter de diffuser des termes tels blanchiment dans nos campagnes de publicité. Je trouve ça très hypocrite puisque ces mêmes marques continuent à blanchir visuellement leurs égéries. Oui. Et donc j'avais envie d'en parler parce que je me sens aussi concernée par ce problème, puisque la dépigmentation ne concerne pas que l'Afrique subsaharienne. Tous les pays qui ont été colonisés ont ce même problème en partage, donc c'est un legs de la colonisation. Je pense par exemple à l'Inde, je pense à l'Asie, évidemment, et donc au Maghreb, où il est question de la valeur ajoutée d'une peau blanche. Et effectivement, j'ai des cousines qui se dépigmentent la peau là-bas avec les mêmes produits qu'on trouve en Afrique subsaharienne. Donc c'était pour dire qu'il y a un problème fondamental tout en ne jugeant pas. C'est réellement se dire voilà où on en est, c'est-à-dire voilà ce que l'histoire nous a donné comme bagage et pouvoir expliquer d'un point de vue sociologique ce phénomène-là. Oui. En tout cas, c'est bien amené parce que je pense que tu as dû avoir des critiques, tu as dû recevoir des messages de personnes te disant que tu n'étais pas légitime pour parler de ce sujet, mais c'est bien aussi de rappeler que le colorisme et la dépigmentation ne concernent pas que les Noirs, et ça c'est encore un autre combat, c'est très réducteur je trouve de parler de ça que pour les Noirs. Je pense que c'est, comme tu l'as très bien dit, un legs de la colonisation, et c'est pareil, si on n'en parle pas, pour les autres, ça va continuer. Exactement. Et surtout en parler au sein des familles, parce qu'on croit souvent que c'est le colon qui exerce cette pression sur le colonisé. C'est évident, ça a existé. Mais aujourd'hui, le colorisme est un problème qui est lié aux communautés elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en son sein, la communauté établit une forme de hiérarchie entre les nuances de couleurs. Et d'ailleurs, justement, c'est Frantz Fanon qui en parlait très bien dans un essai publié en 1952 qui s'appelle Peau noire, masque blanc. Et donc, j'ai un petit extrait à lire. Vas-y. Alors, donc il dit que le colorisme peut être considéré comme une recherche de ressemblance aux colonisateurs. Donc ça, on vient de le dire. Et il l'explique bien, du coup, lorsqu'il écrit, je cite, « Les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieurs. Ils ont fini par mépriser leur culture, leur langue, et souhaitent par résultat ressembler aux colonisateurs. » Et ça donne, ce constat-là, ça donne aujourd'hui des groupes sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun sens d'un point de vue de la langue, mais qui s'expliquent d'un point de vue psychologique, puisque Frantz Fanon était psychologue. Des groupes tels que Née noire, devenir blanche. Des groupes qui regroupent des milliers de femmes et d'hommes. Donc, le colorisme s'explique. Pour moi, c'est un traumatisme cérébral réel. Il s'explique, mais on n'en parle pas. Il reste tabou. Donc, effectivement, dès le début, quand j'ai demandé à des amies à Château d'Eau de me parler de ça, savoir si elles se dépigmentaient la peau, c'était tout de suite de quoi parler la gêne totale. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors qu'on était entouré de crèmes, de produits cosmétiques pour se dépigmenter la peau. Donc ça fait partie du traumatisme, évidemment. Mais en tout cas, oui, c'est bien d'en parler. Je pense que c'est le moment et on n'arrêtera pas d'en parler tant que ce sera un sujet. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans ton livre, c'est qu'il y a entre guillemets de l'espoir parce que la Céleste ne suit pas les traces de sa maman. Et au contraire, en fait, sa maman était plutôt... Elle ne voulait pas en fait qu'elle touche à ces produits-là, donc elle sait... Consciemment, elle sait que c'est pas bien, mais elle est dans une sorte d'engrenage et elle n'en sort pas. Exactement. C'est une drogue de se dépigmenter la peau, c'est réellement ça. Et j'ai parlé à des femmes qui me disaient je sais, je vois que ma peau s'affine, je vois les risques, je sens le cancer venir, mais j'arrive pas. Ah ouais.
Mais du coup, alors comment t'étais perçue quand tu allais du coup à Château d'Eau voilà, tu es blanche, t'arrives, tu poses des questions sur le colorisme, la dépigmentation. Ça a été? Ça va? Bien sûr, oui, j'ai survécu. Au début, évidemment, il y avait de la méfiance, mais la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui pénètre un univers et qui n'en fait pas partie. Et puis, en fait, c'est une méfiance qui s'explique parce qu'on pensait que j'étais journaliste, on pensait que j'allais critiquer l'endroit. Il y a des personnes qui sont en situation irrégulière dans ces quartiers-là, donc c'est doublement problématique. Voilà, ils avaient peur du flicage. Et puis ça se comprend aussi, puisqu'à chaque fois qu'on parle des minorités, généralement, c'est pas pour en dire du bien. C'est ça. Et on fait plus de mal à la dignité qu'autre chose. Donc non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours posé mon papier et mon crayon quand on me disait non. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai gagné la confiance. Donc, comment on gagne la confiance? En passant plusieurs fois par semaine. Et puis aussi, c'est un don contre don. C'est-à-dire que moi, j'achetais des produits là-bas, j'allais me faire coiffer là-bas. C'est aussi comme ça. On ne peut pas juste réclamer quelque chose, des pans de vie, parce que c'est un peu ça. Oui. Et en fait, en y allant, en restant posé des heures et des heures à proximité, les gens avaient confiance et se confiaient à moi. Donc c'est venu très naturellement, très très naturellement. Et du coup, ma question suivante, c'est comment est-ce que ça a été perçu au sein de tes proches donc pas forcément ivoirien, parce que tu m'as dit que tu avais des amis, mais par exemple auprès de ta famille, est-ce que c'est quelque chose qui du coup leur a parlé, le colorisme? Alors c'est drôle parce que je n'ai pas fait lire Noir Précieuse avant sa parution. Donc la surprise était totale. Je pense que mes parents sont tombés des nues et se sont dit mais pourquoi t'as pas parlé du Maghreb? Mais j'aime bien bousculer, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus. Et puis de toute façon, c'est des thèmes qu'on a en partage. Mais ils n'ont pas été particulièrement choqués ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que au Maghreb, la dépigmentation est moins tabou. On en parle, on se conseille des produits. Les filles vont avec leur mère dans les boutiques. Il y a vraiment une différence, un peu comme en Asie aussi et en Inde. Donc l'Afrique subsaharienne, c'est encore autre chose. Vraiment, c'est un sujet tabou. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. C'était super intéressant. Mais avant de te laisser, j'ai quand même des questions. Tant que je serai noire, hein, tu ne vas pas y échapper. Donc la première, c'est quelle est ta chanteuse? Alors, afro-descendante, parce qu'on est chez Tant que je serai noire, donc je suis quand même obligée de poser la question. Préférée? Il y en a une que tu écoutes beaucoup, en boucle, ou peut-être deux. Dans le cadre de mes recherches, en ce qui concerne la communauté et la culture ivoirienne, je suis tombée sur une jeune rappeuse ivoirienne qui s'appelle Nash, et que je trouve extrêmement dynamique, énergique, et qui, du coup, utilise beaucoup le nushi dans son rap, qui valorise le nushi. Est-ce que tu as un titre? Peut-être qu'on peut le passer. Oui, je te l'ai envoyé. En fait, il s'appelle Secho. Et je te l'ai envoyé. Oui, mais du coup, je voulais l'effet direct. Et du coup, donc, elle chante du coup en nushi. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces titres parlent de non-résignation, de détermination. Ça va aller, il faut aller de l'avant. Et c'est des choses très simples. Et elle est porteuse d'un beau message lumineux. Donc, elle m'a beaucoup parlé, cette très jeune femme. Tu vois, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai hâte de l'entendre. Ça va arriver. Et sinon, tu avais une autre artiste, tu m'as dit. C'est elle. Ça me dit quelque chose en plus. On l'appelle la go Krakra. Donc Krakra en nushi, c'est la go, la femme choc, chic au maximum, quoi. La femme super. Merci pour cette découverte. Et tu avais un autre titre?
Oui, alors du coup c'est pareil, une jeune femme jamaïcaine, donc on sort de la Côte d'Ivoire, qui encore une fois est porteuse de lumière, et je pense que je suis très attirée par les discours, par les sons, par les voix qui ne se résignent pas, qui bataillent alors que c'est compliqué, c'est réellement compliqué. Et en fait, ils mènent des combats quotidiens, plusieurs combats quotidiens de front. Et donc, c'est une jeune femme qui se fait appeler Kofi. Kofi. K-O-F. K-O-2-F-E-E. Oui, donc Kofi, mais avec un K. C'est ça, exactement. Et donc, elle parle beaucoup de gratitude, de toujours dire merci, de toujours remercier. Effectivement, c'est des univers assez croyants, un peu comme dans le roman. Donc, toujours avoir foi et puis toujours continuer. C'est vraiment des figures féminines très fortes qui ne se montrent jamais abattues et jamais dans leur fragilité. Voilà. Ah, mais je connais, mais je savais pas que c'était comme ça qu'elle s'appelait. C'est sympa, j'aime bien. C'est très léger, très doux. Là, t'as des bons choix, t'as des bons goûts quand même. Et du coup, est-ce que tu as une actrice ou, vu que tu lis des livres et tu en écris, est-ce que tu as peut-être, si c'est pas une actrice, une autrice préférée Bien sûr. Ouais. Alors, en France, une femme noire qui m'inspire énormément, c'est Maboula Soumaoro, exactement, qui a publié un essai, Le triangle et l'hexagone, dans lequel elle arrive à mettre en scène son histoire à elle, donc l'histoire de sa famille qui immigre, et puis la grande histoire, donc à savoir l'héritage postcolonial, etc. Oui. Et encore une fois, je trouve que c'est un récit qui est très digne, plein d'humanité, et elle met bien en évidence tous les mécanismes qui lient les anciens colons aux colonisés, et puis elle montre que les traces sont encore là. Oui. Elle est en recherche aussi, je crois, de tranquillité, puisqu'elle pose la question de la langue, la langue maternelle qu'elle ne parle pas. Donc voilà, une chercheuse française qui enseigne à Tours, qui m'inspire. Et puis, un auteur que je trouve assez incroyable, et qui porte aussi une forme de féminité qui m'inspire parce qu'elle est globale, elle ne met aucun sujet de côté. Donc c'est une femme d'origine nigériane, Chimamanda Ngozi, très connue aux États-Unis, très connue en France aussi, et puis qui tient un discours fort sur sa vision du féminisme et la façon dont les femmes issues de minorités essayent de trouver leur place. Oui. Et elle l'incarne très bien. De très bons choix. Tu valides, du coup. Je valide. En plus, c'est des bouquins que j'ai dans ma bibliothèque, donc je ne peux que valider. Bah écoute, je ne sais pas si tu voulais ajouter un dernier mot par rapport à ton bouquin, peut-être. Où est-ce qu'on peut se le procurer Alors oui, il est disponible un petit peu partout, dans les librairies de quartier, à la FNAC, et pour ceux qui ne pourraient pas, sur Internet. Voilà. Très bien. Mais on privilégie les petites librairies de quartier. Librairies, hein. Voilà. Merci beaucoup, Assia. Merci à toi.